Yorana, whare tatou ia Christine Lower, matahi o pua no te pē o te whare oire no Lyon, te i mai nei tāna tuhua. Nous accueillons maintenant Madame Christine Lauer, IAIPR de Lyon. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Avant toute chose, je voulais vous dire le plaisir que j'ai d'être là avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment très sincèrement pour votre invitation qui me touche énormément et avec laquelle voilà, j'ai répondu avec vraiment beaucoup de plaisir. Merci à vous. Ma contribution est tout à fait modeste et s'inscrit dans le temps long de l'éducation prioritaire qui modèle mon académie en gros depuis 1981, date à laquelle la première circulaire du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Alain Savary, est promulguée. Cette circulaire, elle est très importante. Vous allez voir, elle fera des liens avec ce qui vous a été dit tout au début de cette matinée. Elle donne un objectif très clair. Je cite. « L'objectif est de corriger l'inégalité sociale par le renforcement sélectif de l'action éducative dans les zones où les milieux sociaux, où le taux d'échec scolaire est très élevé. » Cette circulaire de 1981, elle rentre par l'idée d'un zonage de l'éducation prioritaire et elle crée de fait l'existence de nouveaux territoires éducatifs sur lesquels nous tous devons porter une attention toute particulière. Les politiques qui se sont succédées depuis 1981 ont renforcé l'idée de la création de ces nouveaux territoires éducatifs dont les noms changent d'une politique à une autre, mais qui peu à peu se structurent sur les territoires de notre République au regard des valeurs qui sont les nôtres et que nous devons défendre. Alors, on ne va pas rentrer dans les acronymes, mais il y en a beaucoup. Les zones d'éducation prioritaire en 90, les réseaux d'éducation prioritaire en 97, les réseaux ambition-réussite et réseaux de réussite scolaire en 2006. Le programme CLAIR, qui rend plus de visibilité à la construction de ce réseau, puisqu'il parle de collège, lycée, ambition, réussite, puis Éclair en 2011, qui met bout à bout école, collège, lycée, ambition, innovation, réussite, jusqu'en 2014, qui est donc l'année de la refondation et qui revient à l'idée de réseau, plus ou moins renforcé selon la difficulté constatée au regard de l'indice social dont parlait mon collègue, M. Rigotta. Alors, l'axe 6 de ce référentiel évoque l'existence de ces réseaux. Cet axe 6 du référentiel montre bien que tout le travail que nous avons engagé n'a encore pas réussi à résoudre toutes les difficultés scolaires. Mais surtout, il interroge l'échelle, finalement, sur laquelle le pilotage de cette école va être le plus pertinent. Il ne parle pas d'académie, il ne parle pas de niveau national, il parle du réseau, c'est-à-dire celui que vous faites vivre dans le quotidien de vos métiers à chaque jour. Pilotage, renforcement du pilotage, réseau, pose dans cet axe la nécessité de prendre en compte ce réseau comme un véritable territoire de l'école, mais un réseau dont vous devez inventer chaque jour le fonctionnement et les contours. Alors, un peu de lecture, mais je ne vais pas du tout revenir sur toutes les références, vous les découvrirez, puis vous les connaissez, voilà. Par contre, ce que nous venons de découvrir ensemble pose la question de l'articulation, malgré tout, entre ces réseaux du quotidien que vous construisez et un réseau plus large qui serait celui de toute l'éducation prioritaire au niveau national, mais aussi avec les territoires qui construisent la République. La territorialisation du système éducatif, c'est une longue histoire de l'école. Sous la Troisième République, l'instituteur incarne son territoire dans un système de pilotage qui est complètement centralisé depuis Paris. Mais avec les lois de décentralisation,
et jusqu'à la dernière loi NOTRe, qui date de 2015, cette loi de nouvelle organisation territoriale de la République, qui donne plus de compétences aux régions, aux collectivités territoriales, et qui annonce la création de ces grandes régions académiques qui vont naître à l'orée de l'année 2020. Les choses changent avec cette décentralisation. Les territoires prennent en main leur éducation quelque part. La massification de l'école, deuxième facteur, oblige le système à s'interroger au niveau local sur ce que nous pouvons faire. C'est ce qui se passe dans mon académie, comme ici. Souvent, la difficulté scolaire, on peut l'établir à un niveau de pilotage méta, au niveau national ou au niveau académique. Mais vous savez comme moi, et pour avoir parcouru certains de vos réseaux là depuis lundi, que la difficulté scolaire relève aussi d'indicateurs locaux, infra-locaux, de tout petits indicateurs locaux, qui parfois peuvent être différents des grands indicateurs posés à une échelle plus haute, plus nationale. Le troisième facteur est celui de la déconcentration, qui a profité à l'école et aux académies par les moyens que l'État alloue, mais moyens dont il faut déterminer les finalités au regard de ce que vous tous pouvez diagnostiquer d'un point de vue national, académique, local, infralocal. Le territoire, pour le rapport de l'inspection générale de 2016, qui s'est beaucoup interrogé sur le fonctionnement de ces territoires éducatifs, est, pour l'inspection générale, un lieu de carrefour, un lieu de tangente entre le politique, qui pilote, mais aussi le culturel, le sociologique, puisque chacun de nous, chacun de vos élèves, chacun des parents a une représentation forte de son territoire, et puis, bien sûr, les pratiques du quotidien de nos élèves, comment eux perçoivent leur réseau d'éducation prioritaire par les chemins qu'ils empruntent le matin, par exemple, pour aller jusqu'à l'école. Ça, c'est une orientation qui nous préoccupe beaucoup à Lyon, puisque le chemin vers l'école n'est pas toujours un chemin qui amène vraiment vers l'école. Le territoire, ou les territoires, sont donc des espaces de proximité où se fondent des stratégies que vous devez élaborer, que nous tentons aussi d'élaborer à nos échelles dans les réseaux de l'Académie de Lyon. Et pour notre ministre de l'Éducation nationale, l'articulation de toutes ces échelles, locales, académiques, nationales, au-delà, est un enjeu fort de l'école pour les années qui viennent. Il dit, tout simplement, qu'il faut à la fois renforcer un pilotage clair, défini par vous tous, par nous tous, au niveau national, et en même temps renforcer l'autonomie, l'initiative qui est dans vos mains en termes de pilotage de ces réseaux pour trouver les bons leviers, les bonnes solutions, identifier les freins qui ne se voient pas lorsqu'on est depuis Paris, en tout cas pour mon académie. Alors, mon académie, quand même, j'y viens. À quoi ressemble-t-elle quand même Donc, 3 départements, l'Ain, le Rhône, la Loire. Nous sommes dans le sud-est de la France, à 2 heures par le train grande vitesse jusqu'à Paris, à 1h30 de Marseille et de la Méditerranée. Une belle académie, faite de rural, mais aussi de très grosses villes. 48 réseaux, ouais, quand même, 22 REP+, 26 REP, sachant que pour nous, la refondation d'éducation prioritaire nous en avait donné 46, il a fallu en accueillir 2 supplémentaires l'an passé. J'ai regardé un peu les chiffres sur la Polynésie. Nos territoires sont en très forte croissance démographique, les territoires de l'éducation prioritaire en tout cas. Et la refondation qui s'annonce pour la rentrée 2020 sera scrutée par tous les réseaux avec énormément d'attention. Vous voyez que la répartition est très polarisée. On est vraiment autour de Lyon, dans la partie est, où se concentre la difficulté sociale, économique, mais aussi les quartiers sensibles de la politique de la ville. Quelques réseaux éparpillés dans l'Ain,
liés à de vieux bastions industriels, quelques réseaux dans la Loire, là aussi un vieux passé d'industrie et des difficultés à retrouver du souffle depuis les crises successives qui ont atteint la République. Voilà. Au total, l'Académie de Lyon, donc les trois, éducation prioritaire et pas éducation prioritaire, accueille presque 850 000 élèves, pour vous donner la masse. 21% de ces élèves pratiquement sont en éducation prioritaire. Ça fait donc un peu plus de 63 200 écoliers et 23 000, un peu plus de 23 600 collégiens. Et nous ne sommes pas la première académie de l'éducation prioritaire. Voilà. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui dans votre séminaire, sachez que nous le vivons aussi chaque année avec les réseaux et que les discussions sont denses et sont constructives et nous avons vraiment beaucoup de choses à nous dire parce que la difficulté scolaire, mais aussi les perspectives d'évolution de parcours scolaire, la chance qu'évoquait mon collègue, sont très très importantes. Il faut absolument les soutenir. Alors, comment faire pour piloter cet ensemble qui, vous voyez, par rapport à ce que vous connaissez, vous, est compact d'un point de vue territorial, mais difficile à gérer d'un point de vue du nombre. Donc, c'est une autre échelle de réflexion, peut-être. Mais voilà, j'aurai beaucoup de plaisir à vous écouter dans les ateliers. Comment structurer cet ensemble ? Il a fallu déterminer le pilotage fort défini par notre ministre. D'où viennent les grandes orientations ? À un niveau académique, dans notre académie. Donc il existe un comité académique de l'éducation prioritaire qui a été élargi. Donc cette grosse instance de décision réunit bien sûr le recteur, elle réunit les représentants des inspecteurs d'académie, directeurs académiques adjoints de l'éducation nationale, des services de l'éducation nationale. Elle réunit les chefs d'établissement, les inspecteurs premier, second degré. Et nous avons j'ai tenu à l'ouvrir depuis 2 ans aux collectivités territoriales, donc pour moi, à la ville de Lyon, à la métropole de Lyon, qui est un partenaire très important, mais aussi aux associations, à la préfecture, qui est un partenaire très important pour nous dans nos territoires. Et il faudra, je suis d'accord avec l'intervention qui a été faite peu avant moi, l'ouvrir aux parents. Voilà. Donc, c'est un comité de pilotage élargi, voilà, qui est représentatif et en même temps qui va lancer les grands chantiers de l'année. Et si vous regardez ce petit graphique, ces chantiers sont pris en charge par un comité plus petit, parce que vous savez comme moi que prendre des décisions à 25, c'est parfois un peu compliqué dans l'opérationnalisation. Donc un comité plus petit qui, lui, suit les grandes décisions, se déplace dans les territoires, tente d'apporter des réponses, des solutions au-delà des difficultés que relaient les acteurs. Alors ça peut être, par exemple, la mise en œuvre des grandes formations académiques ou locales. Ça peut être aussi des difficultés liées à du pilotage, du conseil école-collège. Enfin, les chantiers sont multiples et variés. L'accompagnement des réseaux. Bon. Et puis, bien sûr, ce comité plus restreint est à l'interface des politiques déployées dans les départements par les inspecteurs d'académie, puisqu'il ne s'agit pas que le niveau académique entre en collusion avec le niveau des départements, qui lui-même ne doit pas rentrer en collusion, peut-être avec le pilotage que vous définissez à vos échelles. Mais ce pilotage académique, il faut qu'il résonne au niveau local. Puisque c'est bien joli, mais voilà. Alors, nous avons demandé à quelques réseaux d'engager en fait une réflexion avec des chercheurs pour qu'ils essayent de cartographier leur territoire éducatif. Voilà. C'était très intéressant. C'est le Centre Alain Savary, Institut français d'éducation, lui-même hébergé par l'École normale supérieure de Lyon, qui a accompagné cette réflexion pour donner corps à quelque chose qu'on a du mal à comprendre entre les écoles, le collège, enfin bon. Alors, c'est intéressant, et ça va peut-être faire le lien avec des problématiques qui sont les vôtres. Ce réseau de l'éducation prioritaire, donc celui de Villefranche, là, est plus large que la circonscription. Il se moque des limites administratives.
Et il intègre des écoles qui, pour des raisons de mixité sociale, aussi dans l'affectation des élèves, ne sont pas toutes en éducation prioritaire. Donc un réseau qui dépasse les cadres et qui a sa vie propre et dans lequel il faut trouver des choses à faire. Alors, je ne vous apprends rien. Un réseau, c'est extrêmement complexe. Bon, déjà dans son territoire, mais aussi dans son fonctionnement. Vous n'avez pas tous les mêmes métiers, la même représentation de l'école. Il y a X et X choses à faire. Où commencer? Les apprentissages CPCE1, le suivi du parcours de l'élève à partir de la classe de 6e, la promotion de l'ambition scolaire en direction du lycée, qu'il soit professionnel ou général. Comment faire? Comment identifier des chantiers communs? Bon. Alors, la refondation de l'éducation prioritaire nous a tous engagés dans la rédaction de ce qu'on appelle des projets de réseau, qui, moi, dans mon académie, sont des contrats de réseau qui ont tous été signés par la rectrice. Donc, qui dit contrat dit évaluation, pour faire le lien avec le chapitre suivant. Et donc, il a été demandé à chacun de ces réseaux, au milieu de tous les problèmes qui étaient les leurs, il leur a été demandé de poser un diagnostic. Ce qui va, parce qu'on ne part pas de rien, jamais. Ce qui ne va pas. Quels sont les points forts qui ont été travaillés avec les partenaires du territoire, qu'il s'agisse des collectivités, des mairies, des associations, etc. Que n'a-t-on pas mis encore en œuvre et que, surtout, veut-on mettre en œuvre au regard des résultats de nos élèves? Avec les chercheurs du Centre Alain Savary, on a réussi à fabriquer une boussole pour piloter ce nouveau contrat de réseau, une boussole en 4 entrées. L'essentiel de l'école, c'est de faire apprendre à nos élèves le meilleur. Mais c'est aussi d'orienter le réseau, c'est aussi d'apprendre, nous, parce que nous sommes des cadres, à rendre compte de ce que l'on fait, sans craindre le regard du supérieur, quelque part. Dire, voilà, là j'ai réussi, je sais pourquoi. Et là j'ai échoué, mais je sais aussi pourquoi. Être responsable de ce que l'on fait. Et comment opérationnaliser tout ça? Bon. Ça donne concrètement ça. Ce réseau de Villefranche, qui s'est réuni autour d'une table, il a essayé de structurer son pilotage au regard de cette boussole. Alors, on retrouve toute l'importance du conseil école-collège. On voit le lien et la nécessité de mettre en place un comité de pilotage plus petit pour diriger la boussole et la nécessité, petit à petit, de mettre en place des ramifications pour relier tout le monde dans le fonctionnement du réseau. Alors, il y a plein de sigles, d'acronymes. Bon, en gros, les FEP, ce sont les formateurs du premier degré. Comment on va relier le fonctionnement de tout ça avec la formation? Comment on va interroger les plans de formation du premier degré? Parce qu'après tout, si les professeurs des écoles travaillent sur la maîtrise du français, l'apprentissage de la numératie, pourquoi les professeurs du collège n'iraient pas faire les mêmes formations? Et à l'inverse, si au collège il se passe quelque chose d'intéressant, pourquoi les professeurs du premier degré ne pourraient-ils pas à minima participer à ces journées de formation? Donc il a fallu structurer tout ça. C'est pas fini. Il manque le lien avec la mairie. Il manque le lien avec les parents. Il manque le lien avec les associations, la préfecture. C'est-à-dire que ce réseau, pour le moment, a réussi à trouver un fonctionnement qui lui est propre. Mais il vole au-dessus de son territoire. Donc il va falloir qu'il se pose pour travailler aussi avec les forces vives qui sont autour de lui. L'année dernière, j'ai engagé les réseaux à s'auto-évaluer, ce que disait monsieur le vice-recteur, c'est-à-dire à prendre le temps de se poser à nouveau autour de la table pour dire, au bout de ces 2 ans et demi, ce qu'ils avaient réussi à faire et à ne pas faire. Donc, les services du rectorat ont remis à chacun des réseaux un tableau de bord d'indicateurs multiples et variés, CSP, indicateurs de position sociale, résultats aux examens, etc., etc. Mais on s'est rendu compte assez vite que ces indicateurs, qui sont des indicateurs officiels, ne suffisaient pas du tout au réseau. En regardant la première case, on s'est dit qu'il y avait certainement des choses qui nous échappaient. Voilà. Et donc,
aujourd'hui, la réflexion qui est la nôtre est de créer un tableau de bord académique avec des indicateurs fixes qui sont les priorités de Madame la rectrice dans mon académie, mais de laisser la place sur ce tableau de bord à des indicateurs maison qui sont ceux que vous utilisez dans le quotidien du pilotage de vos réseaux. Par exemple, pourcentage d'élèves absentéistes. Et puis, c'est quoi l'absentéisme ? Il y a des réseaux qui comptent évidemment les absences par journée, mais quand un élève arrive régulièrement, tous les jours, avec 1 heure de retard, vous comptez le nombre d'heures perdues à la fin de l'année. C'est énorme. Alors, comment faire ? On le met à la porte, il repart dans son quartier. On crée un dispositif d'accueil du matin, on l'aide à faire ses devoirs pendant ce temps-là, on raccroche. Voilà. Donc ça, ce sont des indicateurs qui, nous, au niveau du rectorat, ben oui, d'accord, on va compter le nombre d'absents, oui. Mais cette analyse fine de l'élève absent parce qu'il est un petit peu en retard, parce qu'il joue avec les règles, parce qu'il échappe à notre contrôle, ben ça, on n'y avait pas pensé. Dans ce réseau, on voit aussi la difficulté, on est là, je crois, oui, on est à Saint-Étienne, la difficulté des problématiques de santé. Dans ce réseau d'éducation prioritaire de la Loire, beaucoup d'élèves ne mangent pas le matin, ça vous connaissez, hein, ne mangent pas beaucoup à midi, ou ne mangent pas, ou alors s'ils vont à la cantine, mais il y en a très peu qui y vont, et du coup, vont très souvent à l'infirmerie. Certains vivent des situations sociales difficiles. Ils vont très souvent consulter l'assistante sociale. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas dans la classe. Donc, comment travailler sur ces problématiques de santé qui nuisent à la progression de nos élèves à l'école, malgré toute la formation, toute la performance de leur professeur, malgré toute l'attention qu'elle peut déployer dans la multiplication des activités. Ben oui, mais il dort sur sa table, cet enfant. Il est fatigué de ne pas manger. Les problématiques de sommeil sont aussi très lourdes dans nos réseaux. Comment faire ? Donc ça, il va falloir qu'ils y réfléchissent. Comment trouver des indicateurs qui vont permettre aux professeurs, aux chefs d'établissement, aux inspecteurs, de voir que peu à peu, les choses vont mieux. Voilà. Alors, cette réflexion-là dont je vous parle assez vite, elle nécessite effectivement un très fort travail collectif. Là, on a besoin de se parler assez souvent. Et dans les réseaux que je suis, une grande partie des axes du pilotage concerne justement l'organisation de ce travail collectif. Parce que, ça, je ne vous apprends rien, on peut aussi se réunir pendant des heures et ne rien faire. On sait faire tout ça. Bon. Donc, alors, comment faire ? Comment faire pour que ce soit efficace et qu'on s'y retrouve ? Est-ce que le conseil école-collège sert juste à se parler, à donner les grandes informations ? Bon, après tout, on sait tous lire. Est-ce qu'il faut échanger pour produire des analyses ? Ça veut dire qu'un conseil école-collège doit avoir des commissions de travail. Ces commissions de travail doivent rendre compte de ce qu'elles font. Elles doivent faire des propositions de travail. Alors, bon. Est-ce que les temps de formation dont on parlait juste avant sont bien cadrés, bien organisés, au regard des difficultés constatées chez les élèves ? On ne va pas organiser une formation sur le climat scolaire. Je suis volontairement provocante, vous ne le feriez pas. Si dans ce réseau, tout se passe bien. Je veux dire, c'est intéressant, mais enfin, voilà, encore une fois, on sait tous lire. Donc, comment adapter la formation à ce qui compte vraiment au moment où l'on travaille dans la classe avec les élèves ? Comment faire ? Alors, les réseaux, ils réfléchissent beaucoup actuellement. Ils ont un petit peu avancé dans leur réflexion. Je vous soumets l'organisation d'un réseau de la Loire, là aussi, qui a décidé, lui, de faire du conseil école-collège un super comité académique élargi. Tout le monde est présent. On se donne 1 heure, et là, effectivement, on écoute. On partage des informations. Par contre, les conseils de cycle qui sont en lien avec ce conseil école-collège fonctionnent en interaction avec lui et peuvent alimenter ce conseil sur des difficultés précises, identifiées à l'échelle des cycles. Dans nos réseaux à Lyon, il y a un formateur académique référent pour chaque réseau, c'est-à-dire un professeur qui est déchargé une partie de son temps pour suivre
la mise en œuvre des formations dans chacun des 48 réseaux. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y ait 48 formateurs, ils ont souvent 2 ou 3 réseaux en charge, attention. Hein. Mais ils sont là pour apporter les ressources, dynamiser la réflexion. Bon. Dans ce réseau, ce formateur, qui jusqu'à présent agissait sur une échelle très large de l'école jusqu'au collège, va devoir déployer sa réflexion sur chaque cycle. Et il fera le lien avec le coordonnateur pour essayer de donner plus de cohérence à ce qui est dit, à ce qui se fait. Alors, on va voir, hein, peut-être que ça ne marchera pas du tout. Il faut essayer. Hein. Il faut en tirer ensuite un diagnostic pour voir. Dans ce réseau, le centre de documentation du réseau est commun. C'est-à-dire que les écoles, mais là, on n'a pas de problème de distance, hein, les écoles, lorsqu'elles ont besoin d'aller, qu'elles ont besoin de livres, se déplacent au collège. Le réseau a mutualisé son centre de documentation. Et c'est très intéressant puisque les professeurs du second degré peuvent avoir accès à la littérature du premier degré. Ils font des découvertes. Hein. Et à l'inverse, ceux du premier degré découvrent la littérature du second degré. Les manuels circulent. Les élèves peuvent aller chercher des livres. Et dans nos réseaux, nous avons d'excellents élèves. Ceux qui doivent attendre les autres, souvent, hein, et qui, dans ce centre de documentation, peuvent aller emprunter un livre que certainement on n'aurait pas pensé à leur demander d'emprunter. La bibliothèque est ouverte. Hein, et vous savez comme moi que le livre, ce n'est pas facile pour nos élèves de l'éducation prioritaire. Hein. Donc ramener un livre, emprunter un livre, aller chercher à la source l'information qui est juste, qui est bonne, hein, qui permet d'apprendre. Hop là. Dans celui-ci, on a décidé de faire autrement. Comme les professeurs avaient du mal à élaborer des choses ensemble, on a décidé d'organiser des hackathons. Alors un hackathon, ça vient de hacking et marathon. Vous connaissez? Bon. Pendant une journée, les professeurs sont enfermés dans un lieu de travail. Ils ne voient pas le jour, c'est terrible. Et on leur donne un objet de travail. Ce jour-là, ce qui préoccupe ce réseau, c'est comment réduire l'impact des inégalités dans le travail personnel de l'élève. Comment va-t-on accompagner l'élève dans la classe? Comment va-t-on organiser son travail dans l'école, dans le collège? Comment va-t-on accompagner son investissement, son engagement dans ses devoirs? Comment va-t-on communiquer aux parents? Mais d'abord, la classe, le quotidien. Bon. Alors, ils sont restés enfermés comme ça toute la journée. Et à la fin de la journée, chaque groupe a fait des propositions. Alors, par exemple, l'une d'elles, c'est de développer le tutorat entre élèves, la solidarité, pour faire en sorte que les élèves puissent avancer ensemble, mais puissent aussi travailler ensemble des valeurs. D'accord? Bon. Un deuxième groupe a fait des propositions autour des compétences des élèves. Ils se sont dit, ça c'est intéressant, dans une classe, tous nos élèves ne sont pas au même niveau. Il y en a un qui est plus fort en français, l'autre qui est plus fort en maths, l'autre qui est plus fort en histoire géo, l'autre qui est plus fort en sciences. Bon. Lorsqu'on fait son travail personnel sur un îlot, on pourrait très bien inventer des groupes qui s'enrichiraient mutuellement des compétences acquises, solidifiées. Ah tiens, moi, j'arrive pas à faire mes maths, là. Bon, alors, je vais demander à Mohamed ou à Franck ou Olivier de m'aider à résoudre mon équation, ou Laetitia, hein, voilà. Bon. Et puis, en histoire-géographie, je vais demander à quelqu'un d'autre. Alors, toutes ces propositions sont aujourd'hui testées dans les classes du premier et du second degré. Et à la fin de l'année, ils feront un bilan. Est-ce qu'il y en a une qui fonctionne? Ou est-ce que véritablement cette journée n'a véritablement servi à rien, hein? Parce qu'il faut savoir se le dire aussi. Hein. Voilà, il faut être honnête avec soi-même. Alors, pour arriver à ce niveau de réflexion pédagogique, ça je ne vous cache rien, il faut accompagner les professeurs, mais accompagner aussi les pilotes que nous sommes. Nous aussi, nous avons besoin de réfléchir. C'est pour ça que vous êtes là pendant 3 jours. Voilà, c'est normal. Moi aussi, parfois, il faut que j'aille me former, j'en ai besoin. Alors, à l'échelle de l'académie, on a organisé quelque chose d'un peu protocolaire, mais qui est nécessaire aussi parce que rentrer dans un réseau de l'éducation prioritaire, dans ce nouveau territoire éducatif qui prend forme, ce n'est pas rien. Je ne sais pas comment sont vos enseignants, mais les miens sont morts de peur le jour de la rentrée. Ils tremblent.
Je vous ai épargné les images, mais enfin, bon, j'ai vu le collège de Fa, il peut y avoir des ressemblances. Arrivé à Vénissieux avec les tours. Ah, oui, c'est terrible. Ça fait extrêmement peur. Les élèves descendent des tours tous les matins. Le collège est en bas, à Vénissieux. Hein. Et pour un nouveau professeur qui sort de sa formation, de son université, hein, qui a toujours eu un parcours scolaire idéal, dans une classe idéale, eh bien, il recule. Il a peur. D'accord ? Nous avons des collèges qui peuvent atteindre plus de 700 élèves. Vous imaginez le déplacement dans les couloirs, hein, cette agitation. Bon. Donc, il fallait les rassurer, il fallait les accueillir dignement, ces enseignants. Donc, chaque année, à la fin du mois d'août, nous avons une journée d'accueil académique. Généralement, elle est ouverte par un universitaire qui intervient sur un sujet choisi. Donc, cette année, nous étions sur l'école inclusive. Comment faire pour faire classe à des élèves qui ont des profils aussi différents ? Comment faire pour accueillir des élèves à besoins particuliers pour lesquels ces jeunes professeurs n'ont pas eu de formation bien approfondie ? Et nous avons fait venir l'après-midi une conférence avec Jean-Louis Auduc et l'inspection générale sur la laïcité, les valeurs de la République. Comment devenir un fonctionnaire éthique et responsable ? Il y a 3 mois, ces jeunes professeurs étaient des étudiants. Hein, je ne sais pas vous, mais nous, ils font à la rentrée souvent académique. Ils sont en short, en t-shirt. Et non. Donc, comment faire pour qu'ils soient dans le code, pour accueillir des élèves pour lesquels ils sont les seuls codes. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a échangé. On a décidé de travailler avec la métropole de Lyon pour faire découvrir aux élèves leur territoire de vie. Mais que ce soit les professeurs aussi qui rentrent dans ces territoires de vie. Nos professeurs, je ne sais pas comment sont les vôtres, arrivent le matin en voiture. Ils posent leur voiture sur le parking du collège. Le parking se ferme. Ils rentrent dans leur classe. Le soir, à 17h ou 18h, parce qu'on finit plus tard que vous, là, parce que les horaires sont plus décalés le matin, ils sortent, ils reprennent leur voiture, ils passent le portail, ils repartent chez eux à 15 km. Ils ne comprennent rien de la vie de leurs élèves. Donc, nous avons contraint les réseaux de l'éducation prioritaire à travailler avec les collectivités sur une visite du quartier de vie de l'élève. Et on a voulu que cette visite se fasse à pied. Eh oui. Donc, pendant une après-midi, il faisait très beau, hein, c'était début septembre, chez nous, il faisait très très chaud, hein, on en profite. Hein. Ils se sont promenés autour des tours, des barres d'immeubles, ils sont allés rencontrer les habitants, et dans certains réseaux, ce sont même les élèves qui ont construit la visite. Voilà. Et ça leur a donné un tout autre regard sur le territoire de vie de leurs élèves, ils ont mieux compris certaines des difficultés du matin, mais ils ont compris aussi la richesse que pouvaient contenir ces territoires, au-delà des représentations qui sont dans leur tête. La chance. Toujours pareil, hein ? Voilà. Une rencontre avec les inspecteurs autour d'ateliers disciplinaires était incontournable. Nos professeurs du premier degré sont des polyvalents. Hein, ils ont fait des maths, du français, de l'histoire, des langues. Et ils avaient besoin de travailler avec un inspecteur disciplinaire sur des sujets disciplinaires, didactiques, pédagogiques. Et nos professeurs du second degré, j'avoue, ça ne peut pas leur faire de mal non plus. Voilà. Donc, nous avons organisé une demi-journée de rencontre par pôle, hein, un pôle lettres, un pôle mathématiques-sciences, un pôle... Voilà, ça sera reconduit cette année pour qu'ils puissent discuter métier, hein, le dur des apprentissages. Je me dépêche. Dans les réseaux, l'accueil des enseignants était aussi une priorité, enfin, quelque chose de très important. Là, nous sommes à Vaux-en-Velin, au cœur, je regarde monsieur le vice-recteur, au cœur du Mas du Taureau, un quartier extrêmement difficile, extrêmement difficile. Les jeunes enseignants avaient de vraies grosses difficultés, hein, vraiment. Donc, toujours en lien avec la recherche, là c'est le laboratoire acté, hein, Clermont-Ferrand, l'UCRIA, la chaire de l'UNESCO, hein, voilà, mais aussi il y a des liens avec l'ESP, hein, bien sûr. Le collège a monté un dispositif d'accueil qui suit ces nouveaux professeurs toute l'année. Ils sont partis d'un diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces enseignants ? Et il y avait beaucoup de choses, hein, à la fois dans la classe et dans l'établissement, hein, la salle des professeurs notamment, hein, qui n'est pas toujours agréable, hein, pour un jeune professeur qui arrive. Hein. Comment gérer les émotions ?
Hein, c'est quelque chose dont on parle assez peu dans notre travail. Mais un professeur qui pleure le soir parce qu'il n'a pas réussi, le matin, il faut qu'il soit devant ses élèves, il faut qu'il soit debout. Comment faire? Comment entendre? Comment entendre aussi la joie? Oui, aujourd'hui, c'était formidable, j'ai réussi. Mais bravo, allez, on y va, on continue. Comment faire pour entretenir, en fait, ces émotions? Comment les gérer? Donc, ce dispositif d'accueil, il s'ouvre aux nouveaux enseignants en début d'année et il leur propose des séances de vidéo-formation. C'est-à-dire que les professeurs qui sont formés maintenant dans ce collège vont dans les classes et filment les enseignants devant leurs élèves. C'est très intéressant parce qu'on ne se voit jamais faire. C'est pour ça que je ne regarderai pas du tout le film qui vient d'être pris. On ne se voit jamais faire et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on ne fait pas. Donc ces professeurs s'aperçoivent, par exemple, c'est le Centre Alain Savary qui a beaucoup travaillé là-dessus aussi, hein, il y a une plateforme Néopass qui analyse les gestes des débutants. On ne s'aperçoit pas que parfois on est collé au tableau, tellement on a peur. Alors vous imaginez, les élèves, ils en profitent, hein, tant qu'à faire, c'est quand même vraiment... un enseignant ne s'aperçoit pas non plus que parfois, il ennuie ses élèves. Il les endort. D'accord? Comment faire? Comment redynamiser sa pratique pédagogique? Il ne s'aperçoit pas, ce qu'on voit nous quand on est inspecteur, qu'au fond de la classe, il y en a un qui fait vraiment, mais carrément autre chose. Hein. Et oui, alors comment faire? Comment faire? Que des comment faire. Et ces professeurs qui se réunissent ensemble essayent de trouver des solutions ensemble. Ils vont se voir, ils s'observent, ils posent des diagnostics, ils trouvent des remédiations. Alors tout n'est pas résolu, mais au moins ils prennent conscience qu'il faut le faire. Voilà. Alors, dans un autre collège, cette idée, ça donne ça à peu près. Il y a tout un cycle, vous voyez, à partir de la rentrée scolaire. On échange, on fait des bilans, on se cherche, on expérimente de nouvelles choses dans la classe. Ah, toi, tu fais ça, ça marche mieux, je vais essayer. Tu me diras, tu viendras me voir. Et on recommence. Et on s'enrichit. Voilà. Bon, à voir. Il y a de plus en plus de réseaux qui expérimentent ça. Dans mon académie. Ils en sont assez contents, et ils en sont tellement contents qu'il y a même des professeurs chevronnés qui sont dans les réseaux depuis 6 ans, 7 ans, qui acceptent maintenant de participer à ce dispositif. Alors, ça donne quelques résultats, parce qu'il a fallu identifier si vraiment ça fonctionnait ou si on se réunissait juste pour bavarder. Hein. Bon. En termes d'exclusion de classe, ça se passe beaucoup mieux dans ce collège. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que se sentant rassurés, accompagnés, écoutés, ces professeurs font moins de demandes de mutation. Et vous savez comme moi à quel point la stabilité des équipes est importante, hein, si l'on veut arriver à faire avancer les choses. Donc, c'est peut-être pas si mal. Hein, ils vont continuer. Hein, en tout cas, le rectorat leur a dit oui, continuez. Voilà, on verra ce que ça donne finalement. Pour nous, les pilotes, une formation qui est aussi indispensable, parce que nous avons aussi besoin de nous parler entre nous de nos difficultés et de trouver des réponses. Donc il y a une journée de formation pour les personnels de direction stagiaires, les chefs d'établissement et inspecteurs nouvellement nommés dans les réseaux, qui, comme les jeunes professeurs, peuvent avoir aussi des représentations sur l'éducation prioritaire. Et il faut savoir les lever, il faut savoir en parler, il n'y a rien de bien ou de mal, il faut savoir juste se les dire. Alors, cet accueil académique, il se fait également sur une journée. Et depuis 2 ans, j'ai décidé qu'on allait le recentrer sur la lecture des indicateurs. Parce qu'en tant que pilote, nous sommes souvent à la recherche du meilleur des résultats. Mais on ne s'interroge peut-être pas assez sur ce qui permet d'atteindre ce résultat. C'est-à-dire, quelle est la réflexion pédagogique derrière un chiffre? Moi, si je veux que 100% de mes élèves réussissent le brevet des collèges, comme dans les meilleurs collèges du centre de Lyon, et que je n'ai que 50% de réussite, que vais-je mettre en place dans la classe, d'un point de vue pédagogique, pour que ça fonctionne mieux? Alors, j'aurai peut-être pas 100% tout de suite, mais j'aurai peut-être 55, 60, voilà. Donc, comment faire pour travailler concrètement sur ce qui se passe à l'intérieur de nos 4 murs de classe, pour que petit à petit, et comment faire pour que les pilotes, les chefs d'établissement, les inspecteurs réfléchissent aussi de cette façon-là sur les indicateurs qui leur sont donnés. Donc on a fait ça.
en début d'année. Et puis, il y a une autre journée de formation. On a 2 journées espacées dans le temps, une en septembre et une plutôt vers février. Et là, on sollicite un chercheur. Et cette année, en fait, les chefs d'établissement, les inspecteurs, ont demandé à travailler sur la conduite du changement. Comment fait-on pour manager des équipes quand on leur dit, là, demain, 100% de réussite au brevet? Et là, le professeur se liquéfie. D'accord? Vous l'avez perdu. Et comment faire pour engager, pour entraîner dans le travail, hein, pour donner quelque part l'impression qu'on va y arriver, et on va y arriver. Hein? Donc là, c'est Lyon 3, c'est l'Université Lyon 3 qui vient travailler avec nous sur les techniques de management qui existent aussi au sein du système hospitalier, hein, pour le secteur médical. On a essayé de travailler en lien avec quelque chose qui s'apparentait à la fonction publique, pour essayer de voir quel type de transfert, de transposition pouvait être aussi adapté à nos réseaux d'éducation prioritaire. Donc là, je n'ai pas la fin de l'histoire. Cette journée a lieu en février, donc je vous dirai, promis, ce qu'elle a donné et comment les personnels se sont investis dans ces chantiers. Je vous remercie infiniment pour votre écoute.